Bon, mais effectivement, tu viens de me poser la question de savoir comment le colonel Kadhafi a été tué. En fait, ça a été une erreur, même fatale, de Kadhafi, d'autant plus qu'il a été repéré par son portable. Parce que lorsqu'il s'est replié à Sirte, depuis donc la chute de Tripoli, le 21 août 2011, Muammar Kadhafi tente une sortie donc de sa ville natale sur la côte méditerranéenne pour chercher à joindre la province méridionale de la Libye, au-delà donc vers les zones désertiques des pays limitrophes. Alors, traqué donc depuis les airs par l'aviation de l'OTAN, encerclé par les forces rebelles, soutenu par les mercenaires des pétromonarchies du Golfe, le fugitif donc Kadhafi, s'empare alors de son portable satellitaire pour joindre à Damas, c'est-à-dire en Syrie, une chaîne de télévision syrienne afin de s'adresser au peuple libyen. Mais au commandement français, sous-traitant donc des Américains, parce que c'est les Français qui ont fait la besogne dans la zone. Donc, les hélicoptères français sont lancés donc à sa trousse. Le mot du président. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Non mais merci de m'avoir posé cette question. Mais en tout cas, mon cher frère, mais le problème de la France, c'est un problème qu'il faut voir au niveau des dirigeants. La France a perdu le crédit en Afrique pour plusieurs raisons. Je vais prendre deux raisons. La première raison, c'est que la France n'a pas suivi sa ligne. Même s'il y a eu cette colonisation, la France aurait pu profiter justement de ces colonies pour garder son statut de grande puissance. La France est devenue une puissance réduite. Je dis bien une puissance réduite. Certains pays n'allaient pas se moquer de la France si elle avait bien géré son empire, ses anciennes colonies, en favorisant justement les libertés, en favorisant le développement des droits de l'homme. Le pays qui se dit pays des droits de l'homme, voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. Quand ils favorisent les dictateurs, les présidents qui sont là, c'est dans le précaré français seulement, où on trouve les dirigeants qui en fait sont là depuis des années. Vous voyez Biya, ça fait plus de 30 ans, Sassou plus de 30 ans, vous avez la dynastie Bongo, vous avez la dynastie Eyadema, vous avez également la dynastie Nguema, et puis vous avez le dictateur bien connu, Museveni, qui est favorisé aussi par la France. C'est un véritable dictateur, un tueur. Et vous avez aujourd'hui Kagame, depuis les crimes qu'il a commis en 1994, parce que c'est lui qui a fait exploser l'avion du président Abiyarimana. Et ça, on a fermé les yeux, parce que l'ONU, complice de la France, il y avait le secrétaire général adjoint qui s'occupait justement de la prévention des crimes, Kofi Annan, qu'ils vont mettre au secrétariat général de l'ONU en remplacement de Boutros Ghali, qui était un bon défenseur des droits de l'homme, c'est intellectuel. Parce qu'après tout, Kofi Annan, c'est un diplomate, c'est quelqu'un qui a gravi les marches de l'Organisation des Nations Unies en tant que fonctionnaire du Ghana. Il a été travaillé par les Américains, à l'époque c'était Clinton,
Et Clinton, en complicité avec Chirac, ils ont fait enlever Boutros Ghali qui n'a pas terminé son deuxième mandat. Et plutôt à qui on n'a pas donné le deuxième mandat, pour ne pas dire. Et il a fallu mettre leur pion pour désorganiser l'Afrique et les droits de l'homme. Parce qu'on était bien parti. Lorsque Mitterrand, en 1990, le sommet de la Bolle, il a parlé. D'ailleurs, le désordre en Afrique, pour ne pas dire ce qui s'est passé en Afrique, est sorti des Africains eux-mêmes. Il faut le dire. Il ne faudrait pas se voiler la face. Ils ont été manipulés. Lorsque Sassou est revenu aux affaires en 97, avec la complicité justement de la France, de Chirac, comment voulez-vous la guerre qui s'est passée au Congo en 97? Il y a eu des crimes. Mais l'ONU n'est pas intervenue. Pourquoi? Parce qu'il y avait Kofi Annan qui venait d'être élu, dirais-je, secrétaire général des Nations Unies. S'il y avait Boutros Ghali, je crois qu'il aurait pu intervenir parce que Boutros Ghali était soucieux du développement des libertés et des droits de l'homme en Afrique. Il faut le reconnaître. C'est là où je dis, tous ces Africains qui parlent aujourd'hui de la question de la France-Afrique ne vont pas à la source. On peut attaquer la France, certes, mais il faut voir où est-ce qu'il y a eu les dérapages. Parce que le sommet de la Bolle a donné un temps pour développer l'Afrique. Nous avons été de ceux qui ont poussé François Mitterrand à faire ce sommet de la Bolle. Parce que nous l'avons critiqué à l'époque et ça se passe. Le mouvement est déclenché après la publication de mon ouvrage, quand nous avons créé le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous intervenons en ce moment-là beaucoup à RFI et nous avions pris des contacts avec des dirigeants français et à l'époque d'ailleurs c'est Michel Rocard qui était Premier ministre. Et Michel Rocard nous a reçus. Il nous a écoutés, entendus. Et il y a eu même ce qu'on appelle une grande réunion des ONG pendant le bicentenaire de la Révolution française ou de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons été invités. Ça se passe à la Sorbonne. Mitterrand était là. Et nous avons dû dire beaucoup de choses. Et à l'époque, d'ailleurs, je le dis, en connaissance de cause, il y avait l'association des juristes africains. Et dans cette association des juristes africains, j'étais le président de la commission chargée des études et de recherche en matière des droits de l'homme au niveau de l'association des juristes africains. Donc, j'ai eu cette possibilité de représenter les juristes africains en France, donc dans ces différentes instances. Et lorsque j'ai mis en place le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, qui a été créé au lendemain de la mise en place de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que la Charte africaine des droits de l'homme venait de rentrer en vigueur. Cette charte qui a été adoptée en 1981 et qui est entrée en vigueur en 1986. Et d'ailleurs, grâce au colonel Kadhafi. Il faut le dire parce que c'est lui qui a ajouté le mot peuple. Nombreux ignorent les efforts que Kadhafi a pu faire. Et c'est pour cela d'ailleurs, je veux parler pourquoi ce sont les Africains qui ont fait tuer le colonel Kadhafi. Ce sont les Africains qui ont fait tuer le colonel Kadhafi. Parce que ces Africains ont été manipulés par l'Occident, en commençant par la France et les États-Unis. Et moi, j'étais l'avocat de Kadhafi. Et je peux vous dire que Kadhafi a eu des griefs avec les Bush, en commençant par le père, Bush. Et ensuite, il y a eu Clinton,
qui a pourtant, Clinton n'est pas conservateur, comme on dit, c'est un démocrate. Et les démocrates ne nous ont pas rendu service, en commençant par l'afro-américain qu'est Obama, hein, qui a favorisé justement l'exécution de Kadhafi. Et si ce désordre que nous avons aujourd'hui en Afrique, et peut-être même dans le monde, est dû à ces erreurs, où Sarkozy, avec la haine, pour ne pas reconnaître les millions qu'on lui avait donnés, hein, ou c'est pas bon, le chiffre, en tout cas on lui a donné beaucoup d'argent pour sa campagne en 2007. Bon, au lieu de reconnaître cela, après tout, il a eu un don. Mais il a voulu faire de telle sorte que, bon, Kadhafi soit éliminé. Parce que Kadhafi, à un moment donné, il y avait le chantage qu'il faisait. Parce que Kadhafi a été réhabilité. Comment Kadhafi est arrivé en France? Parce qu'on avait fait le travail, nous en tant qu'avocats, et puis les avocats français aussi. On a sorti Kadhafi de son trou, ou de cette situation qui faisait de lui un terroriste. Parce qu'en fait, Kadhafi n'a jamais été terroriste, il faut le dire. Parce que je peux même vous le dire que lorsque j'ai rencontré Kadhafi, je lui ai fait comprendre qu'il n'était pas terroriste, qu'il était là pour défendre le premier principe des droits de l'homme, le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. On a considéré Kadhafi de terroriste en le comparant à celui qui arme un bras en droit, dans le droit commun, hein, crime de droit commun, c'est-à-dire que le fait que vous armez un bras et vous êtes considéré comme complice. Et lui, il a aidé les mouvements de libération. Il a aidé les organisations qui se battaient justement pour faire valoir les droits de leur peuple. Et c'est dans ce sens-là. C'est le premier droit. Il est essentiel que les droits de l'homme soient respectés pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie. Et lui, aidant ceux qui se révoltaient contre la tyrannie, qui résistaient contre les pouvoirs oppressifs, on l'a traité de dictateur et de terroriste. Parce qu'il a armé les mouvements de libération. En fait, ce n'était pas un terroriste. Donc, voilà pourquoi nous disons ceci. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons où on parle de la mort de Kadhafi, mais le désordre, j'insiste bien, est parti du fait que les Occidentaux n'ont pas voulu que l'Afrique se développe. C'est clair. Parce que Kadhafi avait des grands projets. D'abord de un, lorsqu'il a parlé de la monnaie africaine, il voulait développer l'Afrique. La Libye de Kadhafi avait la réserve de l'or la plus importante au monde. Et également le pétrole. Donc il avait suffisamment de moyens de mettre ses ressources au service de l'Afrique. C'est pour cela que Kadhafi a rebondi sur l'idée de l'unité africaine des États-Unis d'Afrique. Kadhafi, au départ, quand il est arrivé aux affaires en 1969, il a voulu créer la Ligue arabe. Mais cette Ligue arabe, qui comprenait l'Égypte et puis le Soudan, ça n'a pas marché. Il s'est dit non, ce n'est pas ça, je vais étendre à toute l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il était devenu panafricaniste. Vous voyez toujours Kadhafi, il avait toujours un grand médaillon sur que ce soit ses boubous ou bien ses costumes, il avait toujours un grand médaillon vert. C'est l'Afrique. Il mettait toujours à son cœur. Et moi qui l'ai rencontré 3 fois, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, je dis, la France est méconnaissable. La jeunesse africaine n'est pas contre la France. C'est la France qui est contre la jeunesse africaine. Il faut le dire. Et pas la France comme pays, c'est-à-dire les dirigeants français
des gens cupides, des gens corrompus, des gens qui ont été corruptibles et qui nous ont mis à la tête de nos États des pantins. Ils sont nombreux. Vous les connaissez tous. C'est pour ça que quand je dis aux Africains, il faut faire attention dans vos analyses. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas la France qui est contre l'Afrique. Ce sont les dirigeants cupides qui sont contre le développement de l'Afrique. Et il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont français. Des petits-enfants qui sont français. Vous n'allez pas leur empêcher de vivre dans un pays qu'ils aiment, où ils sont nés. Alors qu'il y a eu des gens qui sont partis d'autres territoires, qui se sont dit dirigeants français. On les connaît. Qui viennent du Chili, de l'Espagne, de Hongrie, de Roumanie et tout. Et qui ont foutu la France dans un merdier. Il faut le dire. On peut les citer. Donc nous n'avons pas peur de dire certaines choses. Nous défendons la France des droits de l'homme, la France des libertés, la France qui a été un grand empire. Nous aimons la France des libertés, celle qui nous a sorti les droits de l'homme. Si j'y suis, c'est parce que j'y crois. Donc je dis à mes frères français, je dis à mes frères africains, de ne pas faire l'amalgame. Nous devons combattre les dirigeants qui favorisent justement les dictateurs. Si Macron n'a pas le courage de critiquer ou de condamner les pouvoirs despotiques, les pouvoirs tyranniques, nous lui disons de le faire. Parce que la France est en baisse. L'Afrique aurait pu être, l'Afrique francophone aurait pu être le grenier de la France. L'Afrique francophone aurait pu être le grand marché de la France si on avait favorisé le développement de ces pays. Mais plutôt on les a enfoncés. Parce qu'on ne peut pas imaginer des chefs d'État qui sont multimilliardaires, qui avec les ressources du pays, ils n'ont pas pu assurer le meilleur développement de leur pays. Vous voyez un pays comme le Congo, qui se dit pays pauvre, très endetté, il n'y a pas de raison de faire du Congo un pays pauvre et très endetté. Le pays a des ressources. Le Congo a des ressources, comme disait le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le Congo a des ressources, que ce soit des ressources naturelles ou des ressources humaines. On a des intellectuels qui sont égarés par-ci, par-là, qui sont dans beaucoup de pays. Il n'y a pas que le Congo. Il y a le Cameroun, il y a le Togo, il y a le Bénin. Hein? Vous avez également le Gabon. Je peux citer la plupart des pays francophones, ou même les pays anglophones encore, ça va. En dehors de l'Ouganda, qui est une dictature, il faut le dire. Et ces pays-là, ben, on les encense. Et nous avons le droit aujourd'hui de sortir des gangs pour dénoncer cet état de fait. Nous en profitons pour mettre en garde les Africains qui dévient, qui ne savent pas faire des analyses. La France n'est pas l'ennemi de l'Afrique. Et ce sont des dirigeants français qu'on connaît depuis Chirac qui ont dérapé. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin parce qu'aujourd'hui, lorsqu'en 1990, François Mitterrand a fait le sommet de la Baule, il y a eu un canevas et les choses se sont décantées. Mais malheureusement, ça a été récupéré avec Chirac. Et ça a continué. Et ceux qui sont arrivés, vous avez suivi, il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande. Hollande encore, c'est pire, puisqu'il a permis à Sassou de changer la constitution. Et Macron arrivait, comme je le disais, Macron, il ne faut pas être Macron, mais finalement, il a été un grand Macron. Il continue de l'être.
et ne comptons pas aussi sur cette opposition qui se dit les insoumis sont des anarchistes. Au sein d'eux, on a des gens qui n'aiment pas l'Afrique, même si ils ont une présence africaine dans leur groupe. Mais en fait, la présence africaine ne comprend pas les réalités de l'Afrique. Parce que moi, à leur place, j'aurais pu poser également le problème de l'Afrique. Le ravitaillement de la France devait partir de l'Afrique. Si cette Afrique-là était bien gérée. Parce que c'est ça. Nous voulons une politique gagnant-gagnant. Ce nouveau paradigme que nous voulons qu'on l'applique sérieusement. Ce n'est pas avoir la présence ou des Chinois, ou des Turcs, ou des Russes, ou d'autres puissances en Afrique qui va changer les choses. Non, eux, ils viendront pour soutirer aussi leur part en Afrique. Vous voyez comment les Africains se plaignent du comportement des Chinois sur tous les plans. Voilà pourquoi je dis cette émission va continuer parce que nous avons le droit d'éclairer l'opinion internationale. J'ai publié un ouvrage. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Mais cet ouvrage, c'est un guide des droits et des devoirs. C'est, si vous voulez, c'est un grand projet de société qui aurait pu permettre à l'Afrique de se développer, d'avoir une bonne gouvernance politique, une bonne gouvernance électorale. Voilà. Une bonne gestion des affaires publiques. Mais malheureusement, les Africains ne lisent pas. Mais ce livre est là. Vous pouvez le télécharger. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? En tout cas, merci de m'avoir permis de m'exprimer dans ce sens-là. Et nous sommes là à mener ce combat. Et ce combat, nous devons le réussir avec nos partenaires qui nous respectent, avec nos partenaires qui croient au développement de l'Afrique. Donc, nous ne devons pas être anti-français. Nous devons être anti-dirigeants qui sont corrompus, qui vont prendre l'argent en Afrique pour leurs élections, pour se faire élire. Voilà. Sur le rôle de l'Occident dans la mort du président libyen Mouammar Kadhafi. C'est vrai que ça a été un complot. C'est un complot qui a commencé depuis le Conseil des droits de l'homme à Genève où je suis. Parce que en 2011, la Libye était membre du Conseil des droits de l'homme. La France, les États-Unis se sont ligués contre la Libye. Par rapport, effectivement, à la répression qu'il y a eu en Libye. Il y a eu une répression, il faut le reconnaître. Cette répression, et qui est partie de Benghazi. Et c'est ça d'ailleurs qui a provoqué la chute de Kadhafi. Les gens en ont profité pour non seulement sortir la Libye du Conseil des droits de l'homme, il était où cet État était membre. Et par après, tout s'est déchaîné. Dans ce sens que il y a eu la saisine du Conseil de sécurité où ils ont adopté une résolution pour intervenir en Libye. Intervenir en Libye, en fait, c'était pour assassiner le colonel Kadhafi. Et à la tête, il y avait la France. Nicolas Sarkozy qui était redevable de Kadhafi par rapport à son élection. Parce que Kadhafi lui aurait donné des fonds. Ce que d'ailleurs Kadhafi menaçait a dévoilé lorsque Kadhafi, qui pourtant a été reçu en pompe en France,
Vous l'avez vu, il était à l'hôtel Marigny, l'hôtel de grand prestige, où on reçoit les hôtes de haute marque, les présidents, les chefs de gouvernement, pas les chefs de gouvernement, les présidents et les rois. Marigny, l'hôtel Marigny, qui est non loin d'ailleurs du palais de l'Élysée. Et vous avez su aussi que Kadhafi avait planté sa tente. Et ça n'avait pas scandalisé les gens à cette époque-là. Kadhafi, qui était en train de normaliser ses relations avec l'Occident, finalement a été frappé au Conseil des droits de l'homme, là où nous venons de tenir notre 51e session des droits de l'homme. Parce que beaucoup de gens oublient les faits, comment les faits se sont déroulés. Tout ça, ça fait partie de l'histoire. Il faut que les gens le sachent. Parce que souvent, nous les Africains, nous parlons en l'air, sans apporter la moindre preuve. La preuve est là. Ils peuvent aller vérifier que la Libye était membre du Conseil des droits de l'homme en 2011. Et on a retiré la Libye du Conseil des droits de l'homme en mars 2011. Regardez de mars jusqu'en octobre ce qui s'est déroulé. Comment Barack Obama, c'est pas parce qu'il est avocat, il a été brillant avocat, mais en politique, en fait, il nous a même pas rendu service, nous, en tant qu'Africains. Malgré son discours à l'UA, à Addis Abeba, où il a fustigé les dirigeants africains, mais il n'a pas agi. Parce que le discours ne suffisait pas avec les dictateurs. C'est lui, après le discours de la Bolle, le discours qui aurait pu être retentissant en Afrique, c'est le discours d'Obama, Barack Obama, qui m'entend, qui est un brillant cadre. Mais, pour moi, je peux considérer qu'il a été minable président par rapport à l'Afrique. Et je le dis, on peut en débattre, on peut discuter de ça, par rapport à cette erreur. Parce que Kadhafi, c'était un panafricaniste qui avait plus ou moins épousé les idées qu'il avait avancées au siège à la tribune de l'UA à Addis Abeba, où il a fustigé les dictatures. C'est vrai que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Mais il faut aussi se dire une chose, que si Barack Obama avait pesé, comme l'avait fait Mitterrand en 1990, on aurait pu avoir un autre cycle en Afrique. Et que les présidents qui allaient changer de constitution n'allaient plus changer de constitution. Puisque d'abord, au niveau de la francophonie, l'OIF, on avait adopté des textes. Il y avait des déclarations de Bamako et tout, qui faisaient de telle sorte que, dans la zone francophone, on ne pouvait plus modifier les constitutions. Mais Sassou a fait modifier la constitution grâce à un socialiste qu'on appelle François Hollande. C'est pour ça que je dis, et je continue de dire, François Hollande un jour doit témoigner, comme il le fait dans les témoignages. On le cite dans les attentats qu'il y a eu en France, on le cite comme témoin avec ses différents premiers ministres, ou son premier ministre, ou son ministre de l'Intérieur, pour témoigner. Il y a des textes. Vous voyez l'attentat, par exemple, de Nice. On a parlé du fait que, bon, il y avait des mesures qui auraient pu être prises. Mais ces mesures n'ont pas été prises. Et nous aussi, au niveau de l'Afrique, nous devons le dire, nous avons un texte important, dont je suis l'un des
pour ne pas dire protecteur, parce que je suis le président du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais cette charte énumère bien des droits qui permettent aux Africains de se développer. Et c'est dans ce sens-là, justement, que je m'exprime en disant que la France ne nous a pas rendu service. Et quelle est cette France? C'est la France des dirigeants cupides. C'est la France des dirigeants qui ont été corrompus, ou cette France des corrupteurs, ou cette France maçonnique, ou cette France qui favorise l'homosexualité, qui n'est pas notre culture. Parce que l'Afrique a sa culture. Parce qu'au niveau des droits de l'homme, il y a des différences. Nous n'allons pas généraliser parce que c'est les libertés. Nous n'avons pas institué, nous en Afrique, l'homosexualité. C'est un fait individuel. Ce sont des déviations en Europe. Quand on officialise, quand on sanctionne, on culpabilise ceux qui sont homophobes. Ça, c'est leur déviation. Mais nous, Africains, on ne peut pas dévier. C'est une liberté individuelle qu'on ne peut pas mettre dans un cadre général. Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas d'accord avec l'Occident. Qu'on ne nous imprime pas leurs valeurs à eux. Nous avons une culture. Si on ne veut pas respecter la culture africaine, nous, en Afrique, on choisit la polygamie. Et c'est un bien-être pour l'Africain que de favoriser la tricherie en Occident, où les gens ont des multiples maîtresses. Ils ne respectent même pas la femme de la maison, ils ont des multiples maîtresses. Donc nous avons une culture pour garder la cellule familiale. Et d'ailleurs, lorsque aujourd'hui on parle des droits de l'enfant, mais là, l'Occident, notamment l'Europe, a violé la Convention des droits de l'enfant. Mais dans cette Convention des droits de l'enfant, on parle de quoi? L'enfant est issu d'un père et d'une mère, la famille. Mais aujourd'hui, vous voyez quoi? Des familles monoparentales. Chez nous, en Afrique, quand le papa mourait, mais la famille était reconstituée, soit par quelqu'un de la famille qui reprenait la femme et qui élevait les enfants. C'est aussi notre culture. Nous n'allons pas aujourd'hui calquer notre vie avec la culture d'autres ou les déviations d'autres. Ce sont des déviations. En fait, ce n'est même pas leur culture. Ce sont les déviations des anarchistes. Au nom de la liberté. Mais la liberté, nous la voulons bien. Mais il faudrait qu'il y ait aussi la morale. Nous avons tous fait la philosophie. Nous n'allons pas accepter les aspects bestiaux, où les gens forniquent avec les animaux. C'est vrai que ce sont des situations qui existent peut-être dans tous les cieux, pour ne pas dire dans tous les pays, mais ce n'est pas officialisé. Voilà pourquoi nous débattons, nous disons ceci. L'Africain doit rester africain, dans sa propre culture, dans sa propre tradition, dans sa façon d'être. Mais nous devons également prendre ce qui est du modernisme dans le cadre du développement, je dis bien, de la société. L'aspect économique, il faut en tenir compte. Les rapports, c'est pour ça que nous parlons du paradigme gagnant-gagnant. L'Occident gagnerait beaucoup plus en étant avec des États qui respectent les droits de l'homme et les libertés. C'est important. Nous sommes pour les droits fondamentaux. Nous sommes pour que la société respecte les principes
les grandes religions ne sont pas d'accord avec les pratiques actuelles. Mais les religions se taisent parce que les États se sont dit, ce sont des États laïques. Mais ce sont des États laïques entre les mains des déviants, des anarchistes. Oui, ce sont des anarchistes. Il faut le dire. Je vais citer des exemples. Il y a des leaders qui sont dans les partis politiques en France, qui sont issus des groupuscules anarchiques, qui viennent de Chili, qui viennent de l'Espagne, qui viennent d'Italie, qui viennent de Roumanie, de Hongrie et tout, mais qui sont en train d'imprimer leur cadence en France. Mais la France, ce n'est pas celle qui m'a vu naître. Moi, en tant que citoyen français de naissance, arrivé en France, je n'ai pas été naturalisé. J'ai réintégré à la nationalité française. Et je le dis, aujourd'hui, mes enfants que j'ai élevés dans les bonnes conditions, ils ont dit, mais papa, mais c'est horrible. La France n'est plus celle que tu nous as fait comprendre, que tu nous as fait connaître. Là où nous sommes nés, en France. Parce que justement, ce sont des déviations. Que la France se ressaisisse. Aujourd'hui, la France aurait pu, effectivement, être un bon partenaire de l'Afrique si la France avait favorisé cette bonne gouvernance politique. Je vous assure que bon, cette France n'allait pas être en difficulté. Cette France n'allait pas être reléguée au plan que nous voyons aujourd'hui. Il y a même un leader italien qui a dit, même Poutine d'ailleurs, il a fustigé la France en disant, sans l'Afrique, la France serait une puissance minable. Alors que la France pouvait garder son rang. Son rang que De Gaulle a placé. Je ne dis pas que De Gaulle était exempt de défauts, non. De Gaulle, c'est lui qui a favorisé d'abord, avec son affaire de Foccart, ce désordre en Afrique. Parce que Foccart a été à l'origine des premiers crimes. Fulbert Yulu, qui était le pionnier. Parce que les gens oublient, je rebondis justement sur ça. Fulbert Yulu, c'est lui le père de l'unité africaine. Avec les Modibo Keïta, avec Haïlé Sélassié, avec Gamel Nasser d'Égypte, et avec le président Boumedienne. C'est eux qui ont créé ce qu'on appelle l'Organisation de l'Unité africaine. Et Yulu, c'est le premier, après avoir rencontré le président Kennedy aux États-Unis en 1961, vient avec l'idée de l'Organisation de l'Unité africaine pour plus tard créer. Donc, Fulbert Yulu, ça a été le président qui a eu l'idée et on l'a marginalisé. Le président Yulu, Fulbert du Congo, lorsqu'il a rencontré le jeune président élu qui avait son âge, parce que pratiquement ils sont nés la même période. Kennedy était né en mai 1917 et le président Yulu, Kennedy en mai 1917 et le président Yulu en juin 1917. Ils se sont accordés. Et le président français, le général de Gaulle, en a pris ombrage. Parce que l'orientation que le président Fulbert Yulu, un intellectuel, un abbé, qui a insufflé le nouvel ordre en Afrique, il a rencontré tous les présidents. Lorsqu'il est parti des États-Unis, il a rencontré le président égyptien Gamal Nasser. Il a rencontré le président
Sékou Touré, il a rencontré le président Modibo Keïta, le président Kwame Nkrumah. Il a rencontré également le président Haïlé Sélassié. Et en rencontrant le président Haïlé Sélassié, justement, il y a également, j'ai oublié, le président Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny, c'était la top de la France. Et c'est lui qui a vendu la mèche au général de Gaulle pour mettre le président Fulbert Youlou en difficulté. Il faut le dire. Mais, entre-temps, le président Fulbert Youlou, ils vont mettre en place l'organisation de l'unité africaine. Ce que les gens oublient. Et on a marginalisé le président Fulbert Youlou. Et les Congolais, par des truands, des syndicalistes, que je ne vais pas citer les noms, qui ont été utilisés par le réseau français et qui avait à sa tête l'archevêque de Brazzaville, qu'on appelle Monseigneur Michel Bernard, qui était contre le président Fulbert Youlou, parce qu'ils étaient ensemble au Cameroun. Lorsque Michel Bernard était abbé, le Fulbert Youlou était aussi abbé, mais ils étaient en formation au Cameroun, au séminaire de Cameroun. Et Michel Bernard était souvent en contradiction avec Fulbert Youlou et Boganda. Hein? Et d'ailleurs, Bongada, on a vu, on l'a assassiné. Il est mort d'une mort violente, accident d'avion. Mais Youlou, on l'a épargné d'une mort violente. Il sera dégagé du pouvoir et après il sera empoisonné par Sassou Nguesso. C'est ça l'histoire. Il ne faut pas que les gens trompent la jeune génération. Donc, je lance un appel à cette jeune génération africaine pour dire: comprenez ce qui se passe. Renseignez-vous, cultivez-vous, faites des recherches pour comprendre pourquoi l'Afrique est arrivée à ce niveau par rapport à l'Asie qui était au même niveau que l'Afrique. Et l'Asie a décollé. L'Afrique est restée telle. Même les États qui ont été colonisés par la France, ils ont trouvé la prospérité. Et pourquoi l'Afrique est restée dans cette situation précaire? Donc c'est pour cela que, avec cette vidéo, je dénonce et je dis tout simplement ceci. Je profite de cet anniversaire de l'assassinat du président Muammar Kadhafi, que j'ai connu, parce qu'il m'a reçu 3 fois. J'ai été son avocat, mais je pense à une chose, que faisons des analyses. N'oublions pas les grands fondateurs qui voulaient bien l'unité africaine, qui voulaient bien les États-Unis d'Afrique. Ils sont connus. Ils sont connus. Haïlé Sélassié, Fulbert Youlou, Gamal Nasser, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah. Les Houphouët-Boigny sont venus parce que c'était des pions de la France. Il y avait Sékou Touré qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et puis il y avait également le président algérien. Et sans oublier aussi Bourguiba. Ils étaient des pères fondateurs. Parce que Lumumba aurait pu être également un père fondateur, mais il avait été exécuté avant. Je pense que ce n'est pas Alain Foucault qui va me contredire. S'il mène ses recherches, même si il a peut-être mal présenté le président Fulbert Youlou dans son émission sur Youlou, mais il aurait pu creuser pour comprendre que Youlou est le père fondateur de l'UIA et que c'est le père fondateur du panafricanisme. C'est lui qui a dit l'Afrique aux Africains. Voilà. Bon, mais effectivement, tu viens de me poser la question de savoir comment le colonel Kadhafi a été tué. En fait, ça a été une erreur, même fatale, de Kadhafi
d'autant plus qu'il a été repéré par son portable. Parce que lorsqu'il s'est replié à Sirte, depuis donc la chute de Tripoli, le 21 août 2011, Muammar Kadhafi tente une sortie donc de sa ville natale sur la côte méditerranéenne pour chercher à joindre la province méridionale de la Libye, au-delà donc vers les zones désertiques des pays limitrophes. Alors, traqué donc depuis les airs par l'aviation de l'OTAN, encerclé par les forces rebelles, soutenu par les mercenaires des pétromonarchies du Golfe, le fugitif donc Kadhafi, s'empare alors de son portable satellitaire pour joindre à Damas, c'est-à-dire en Syrie, une chaîne de télévision syrienne afin de s'adresser au peuple libyen. Mais, malheureusement, mal lui en prit, l'erreur lui sera fatale. Le mobile est repéré par les satellites géostationnaires américains qui répercutent le signal au commandement français, sous-traitant donc des Américains, parce que c'est les Français qui ont fait la besogne dans la zone. Donc, les hélicoptères français sont lancés donc à sa trousse, centre névralgique de son pouvoir, dont il avait fait la vitrine de sa révolution. Sirte, la ville natale du guide de la révolution libyenne, sera aussi le lieu de sa mort. Alors, le récit donc des derniers instants du colonel ont été relatés par son ancien ambassadeur en Arabie Saoudite, Mohamed Saad Al-Kashat, dans une déclaration reproduite par le site en ligne lebanon.com, dont le locuteur arabophone pourra prendre connaissance sur ce lien. D'ailleurs, le lien, ils n'ont qu'à aller dans lebanon24.com, ils trouveront justement cette déclaration dans son intégralité. En tout cas, sentant la menace, Kadhafi tente une sortie en compagnie d'une escouade de 70 hommes en armes, dont son fils, Moutassem, et Abou Bakr Jaber, son ministre de la Défense. Alors, repéré par les hélicoptères français, le convoi s'engouffre dans une canalisation pour se mettre à l'abri. Alors, des missiles et des projectiles de gaz toxiques sont alors lâchés en direction de l'abri de fortune des fugitifs en vue de les neutraliser. Alertés, les rebelles capturent donc Kadhafi et procèdent à sa mise à mort dans des conditions épouvantables à Misrata. Tout le monde a suivi. Ce sont des images qui sont tout à fait choquantes. En tout cas, la chute de Tripoli et le pillage de l'or s'est fait, l'or libyen, parce que selon l'ancien ambassadeur donc libyen, la chute de Tripoli et la liquidation du colonel Kadhafi ont marqué le début du pillage de la Libye. 70 tonnes d'or entreposées dans les diverses caches de la banque centrale libyenne ont été pillées, alors que les capitales occidentales mettaient la main sur les avoirs libyens à l'étranger, estimés à 170 milliards de dollars, et que le gigantesque arsenal de la capitale, lui aussi, sera à son tour pillé par les islamistes libyens pour servir à équiper les groupements terroristes en Syrie et au Sahel. Donc en fait, le Qatar avait voulu, dès le départ, introniser l'émir des groupements islamiques combattants libyens en Afghanistan, GIGL, Abdel Hakim Bejaï, comme le chef des révolutionnaires libyens. Transporté par avion par le Qatar de Kaboul à Doha, il a été présenté au chef d'état-major de l'OTAN lors d'une réunion des chefs militaires de la coalition à Doha, en août 2011, où il a fait un briefing sur la situation militaire en Libye
en prélude à l'offensive contre Tripoli. Alors, le quartier général des opérations a été alors transféré de l'île de Djerba en Tunisie. Déjà sous l'autorité du parti islamique Ennahda, de Rached Ghannouchi, ami du Qatar, vers Zintan, dans le Djebel Nefoussa, dans le secteur occidental de la Libye. Alors finalement, l'assaut contre Tripoli a été retardé de plusieurs semaines en raison du fait que le Qatar avait invoqué l'opposition de l'OTAN à une telle opération, du fait de son impossibilité à mener à bien dans un tel délai la destruction des défenses majeures de la capitale. Donc un faux prétexte pour permettre à son poulain islamique Abdel Halim Bejaj de s'emparer de Tripoli et de son arsenal. Donc, des 28 cibles névralgiques destinées à paralyser les défenses de la capitale avaient été auparavant détruites. Abdel Karim Bejaj a rallié depuis lors Daesh du travail d'orfèvre des chancelleries occidentales et de leurs supplétifs pétro-monarchiques. En tout cas, un autre point, voilà. Alors, il faut se dire que l'Al-Ali avait été sonné par Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État américain, 3 jours auparavant, qui avait fait de la Libye sa guerre personnelle, bafouant donc pour ce faire les résolutions du Conseil de l'ONU. En pleine campagne de Libye, débarquant à l'improviste à Tripoli pour donner le signal de la mise à mort du colonel Muammar Kadhafi, sans égard pour les destructions qu'elle vient d'imposer à la Libye, Hillary Clinton aura ce terme même d'une indécence, méprisant à l'égard de sa future victime. Il dit « We come, we saw, he died ». Donc, la visite surprise d'Hillary Clinton a eu lieu le 18 octobre 2011. 3 jours plus tard, Kadhafi était liquidé. Il faut le savoir. Donc, 6 ans après, la malédiction de Kadhafi avait frappé Hillary Clinton, qui sera elle-même consommée sur le bûcher de ses vanités, avec sa déroute présidentielle américaine que vous connaissez en 2016, tel un effet boomerang. Sa victime lui retournera d'outre-tombe. Sa sentence mobile, we came, we saw, she did. Alors, donc, pour montrer comment Kadhafi a été exécuté à cause justement de la France. Et justement, la France, c'est Sarkozy, et les États-Unis, c'est Madame Clinton. Donc, Obama n'a pas été vigilant. Il a envoyé sa secrétaire d'État, justement, qui va liquider. D'ailleurs, par après, il ne terminera pas son mandat de secrétaire d'État. Il va se retrouver à la touche pour être candidate aux élections présidentielles. En tout cas, pour nous, il y aura une suite, puisque de toute façon, on ne peut pas tout développer sur ce qui s'est passé à propos de Kadhafi. En tout cas, nous disons, finalement, c'était une manœuvre de l'Occident. La mort de Kadhafi, tout le monde le sait. Et ça a créé le désordre que nous connaissons, avec les armes qui ont été éparpillées par-ci par-là. L'arsenal militaire de la Libye était très important, et ça, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que nous avons vu dans le Sahel, en Afrique, il y a eu prolifération de ces armes en provenance de la Libye, et qui sont aujourd'hui entre les mains des djihadistes, qui occupent une très bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. À bientôt. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics.
Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 21. Tu as le droit de participer aux affaires politiques de ton pays, soit en faisant toi-même partie du gouvernement, soit en choisissant des hommes politiques qui ont les mêmes idées que toi. Les gouvernements doivent être élus régulièrement et le vote doit être secret. Tu dois pouvoir voter et toutes les voix ont la même valeur. Tu dois pouvoir accéder à la fonction publique comme n'importe qui d'autre. La situation précaire de l'Afrique francophone soulève de nombreuses questions. Pourquoi des pays si riches en matières premières peinent-ils autant à se développer? À qui profite l'argent du pétrole, de l'uranium, du diamant, du bois, des minerais? Comment expliquer la présence permanente de l'armée française dans ces anciennes colonies? Et pour quelles raisons le gouvernement français reçoit-il régulièrement, avec tous les honneurs, des dirigeants africains parvenus au pouvoir par des coups d'État ou des élections truquées? La réponse se trouve en partie dans un système que l'on nomme France-Afrique. Le terme de France-Afrique désigne le système politique et institutionnel ainsi que l'ensemble des réseaux plus ou moins opaques qui permettent à la France de garder la mainmise sur ses anciennes colonies. C'est un système unique au monde. Pourquoi? L'avantage pour la France est économique et politique. La France-Afrique garantit à la France son accès aux matières premières stratégiques, pétrole, uranium, minerais, ainsi qu'aux cultures de rente, coton, bois, plantations agricoles. La France-Afrique permet aussi de préserver des débouchés pour les entreprises françaises. Pendant la guerre froide, ce système a permis de garder l'Afrique dans le camp occidental. La France-Afrique permet également à la France de maintenir son rang à l'ONU. Et enfin, la France-Afrique a permis de financer le parti gaulliste par le détournement des rentes africaines, puis par la suite tous les partis de gouvernement, ce qu'a révélé notamment l'affaire Elf. Ce système a été mis en place au moment des indépendances africaines, donc en 1960, par le sommet de l'État français, le général de Gaulle, avec son conseiller Jacques Foccart. Ce système a accompagné toute l'histoire de la Ve République, et ce encore aujourd'hui. Ce néocolonialisme se traduit par le pillage des matières premières, la corruption, le détournement de l'aide au développement, le soutien aux dictatures et les trafics en tout genre. Il s'opère par ailleurs avec la complicité de nombreux chefs d'État africains, amis de la France. Il s'agit en fait de chefs d'État installés au pouvoir par la France et acquis à ses intérêts. Emmanuel Macron ne s'en est pas caché en avril 2021 lorsqu'il s'est rendu aux funérailles du président tchadien Idriss Déby, saluant la mémoire d'un ami courageux de la France. Il a ensuite adoubé la prise de pouvoir par le fils du dictateur tchadien. Pour maintenir ses amis au pouvoir, tous les moyens sont bons. Élections truquées, coup d'État, assassinat politique, soutien militaire via des accords de défense secrets. Globalement, la France-Afrique repose sur 3 piliers. La coopération militaire, l'aide publique au développement et le franc CFA. Depuis plus de 50 ans, la présence militaire française en Afrique est un des piliers de sa politique d'ingérence. Avec 8700 militaires sur le sol africain, la France intervient régulièrement sous des prétextes allant de l'antiterrorisme, comme au Mali depuis 2013, au soutien à la démocratie, comme en Côte d'Ivoire en 2011. En effet, à la suite d'un processus électoral catastrophique, Alassane Ouattara a été installé à la tête du pays par une rébellion soutenue par l'armée française. Autre exemple, au nom du maintien de la paix, 2 Mirages français ont bombardé une colonne de rebelles qui s'apprêtait à marcher sur N'Djamena au Tchad en 2019.
Le deuxième pilier du système France-Afrique, c'est l'aide publique au développement, ce qui représentait 3,6 milliards d'euros pour l'Afrique en 2020. Ce qu'on appelle aide publique au développement, c'est en fait un mélange de prêts d'allègement, de dettes et de dons. Et dans le calcul des dons, la France comptabilise les frais d'accueil des réfugiés en France, le coût des étudiants africains en France, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.